Aujourd'hui, on va parler d'une affaire qui a secoué l'Espagne et qui continue de glacer le sang des amateurs de paranormal. Imaginez un instant des policiers, des professionnels rationnels, qui consignent dans un rapport officiel des faits qu'ils jugent eux-mêmes totalement inexplicables. C'est l'histoire de l'affaire Vallecas, sans doute le cas de hantise le plus célèbre et le mieux documenté d'Espagne. Une histoire qui commence par une séance de spiritisme qui tourne mal et se termine dans la terreur la plus totale pour une famille ordinaire. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre dépasse l'entendement. Nous sommes en 1990 dans le quartier populaire de Vallecas, à Madrid. Estefania Gutiérrez Lazaro est une adolescente comme les autres. Elle a 18 ans, des amis, une famille. Un jour, avec quelques copines, elle décide d'organiser une séance de Ouija à l'école. Leur intention, d'après les témoignages, est de contacter le petit ami décédé de l'une d'entre elles. Une idée qui peut paraître anodine, un jeu d'adolescente cherchant le grand frisson. Mais ce jour-là, tout bascule. Alors qu'elles sont en pleine session, un professeur les surprend. Furieux, il intervient, saisit la planche de Ouija et la brise en deux. C'est à ce moment précis que le cauchemar d'Estefania commence. Plusieurs témoins, dont ses amis, raconteront plus tard la même scène, aussi étrange que terrifiante. Une sorte de fumée noire, épaisse, se serait échappée de la planchette brisée. Cette fumée ne s'est pas dissipée dans l'air. Elle s'est dirigée droit sur Estefania, qui l'aurait inhalée, comme si cette entité sombre venait de la choisir pour hôte. Personne ne peut expliquer ce phénomène, mais à partir de cet instant, la vie de la jeune fille ne sera plus jamais la même. Dans les semaines et les mois qui suivent, Estefania change radicalement. Elle commence à souffrir de symptômes de plus en plus inquiétants. Elle est prise de convulsions violentes, des crises qui la secouent sans raison apparente. Elle se plaint d'hallucinations auditives et visuelles. Elle murmure à ses parents qu'elle voit des ombres, des silhouettes sombres qui la suivent, qui la regardent, même en plein jour. Parfois, durant ces crises, elle développe une force surhumaine, une agressivité qu'on ne lui connaissait pas, comme si quelque chose d'autre prenait possession de son corps. Sa famille, désemparée, l'a fait examiner par de nombreux médecins. Spécialiste après spécialiste, le verdict est toujours le même, incompréhension totale. Aucune maladie mentale ou physique connue ne correspond à ces symptômes. Les scanners, les analyses, rien ne révèle la moindre anomalie. Les médecins sont dans l'impasse, incapables de poser un diagnostic et encore moins de proposer un traitement. Estefania est seule face à cette terreur intérieure qui la ronge de jour en jour. Elle se sent possédée, tourmentée par une force invisible et malveillante. Le calvaire prend une tournure tragique le 14 août 1991. Estefania Gutiérrez Lazaro décède subitement chez elle à seulement 18 ans. Les circonstances exactes de sa mort restent floues. Le rapport médical évoque une mort subite et suspecte, une sorte d'asphyxie pulmonaire, mais sans jamais en déterminer la cause précise. Son cœur s'est simplement arrêté. Pour sa famille, la cause ne fait aucun doute. C'est l'entité qu'elle a libérée lors de cette séance de Ouija qui l'a tuée, qui l'a consumée de l'intérieur jusqu'à son dernier souffle. On pourrait penser que la mort d'Estefania mettrait un terme à cette sombre histoire. Mais c'est tout le contraire. Le drame ne fait que commencer. Le deuil de la famille Gutiérrez va rapidement se transformer en un véritable enfer, confiné entre les quatre murs de leur modeste appartement, situé au numéro 8 de la rue Luis Marin. Peu de temps après le décès d'Estefania, des phénomènes étranges, de plus en plus violents, commencent à se manifester. Ce que l'on appelle un poltergeist, un esprit frappeur, semble s'être installé chez eux. Tout commence par des bruits, des coups sourds et puissants qui résonnent dans les murs, les plafonds, le sol. Parfois, c'est un bruit de claquement sec, comme si quelqu'un frappait de toutes ses forces. D'autres fois, c'est un murmure, un chuchotement qui semble venir de nulle part. Puis, les objets se mettent à bouger tout seuls. Un verre qui glisse et tombe de la table, une photo de famille qui se fracasse au sol. La photo d'Estefania se serait même enflammée spontanément, sans aucune source de chaleur à proximité. Les portes claquent avec une violence inouïe, même lorsqu'elles sont fermées à clé. Des rires glaciaux se font entendre dans les couloirs vides, des odeurs nauséabondes, comme une odeur de putréfaction, apparaissent et disparaissent sans explication. La terreur atteint son paroxysme lorsque les membres de la famille commencent à voir des choses. Une ombre qui passe rapidement dans un coin de la pièce. Une silhouette qui se dessine dans l'obscurité. Plusieurs d'entre eux affirment même avoir vu l'ombre d'Estefania, comme si son esprit était resté prisonnier de l'appartement. Pendant plus d'1 an, la famille Gutiérrez vit dans cette atmosphère de peur constante. Ils ne dorment plus, ils sont épuisés, à bout de nerfs.
Ils ne se sentent en sécurité nulle part, surtout pas chez eux. Ils ont tout essayé. Prière, eau bénite, rien n'y fait. Le phénomène semble même gagner en intensité. C'est dans ce contexte de désespoir total qu'ils prennent une décision qui va faire basculer cette affaire dans une autre dimension. En novembre 1992, à bout de force, la mère de famille appelle la police nationale. Le 27 novembre 1992, au milieu de la nuit, une patrouille de police se rend au domicile des Gutiérrez. L'inspecteur en chef, José Pedro Negri, et 3 de ses collègues répondent à cet appel de détresse. Ils s'attendent probablement à une simple querelle de voisinage ou à une famille en proie à l'hystérie suite à un deuil. Mais ce dont ils vont être témoins cette nuit-là va les marquer à jamais et donner à l'affaire Vallecas son caractère unique. En arrivant, les policiers trouvent la famille terrifiée, réfugiée dehors, dans le froid. Ils entrent dans l'appartement pour inspecter les lieux. C'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Alors qu'ils sont dans le couloir, ils entendent un bruit assourdissant, un vacarme qui provient d'une terrasse normalement vide et fermée. Ils se rendent sur place, mais ne trouvent rien. Plus tard, alors qu'ils discutent avec la famille dans le salon, une porte d'armoire, une grande armoire en bois massif, s'ouvre violemment, toute seule, comme si quelqu'un l'avait poussée de l'intérieur. Les policiers vérifient, l'armoire est vide et il n'y a personne à proximité. Mais le fait le plus marquant, celui qui sera consigné noir sur blanc dans leur rapport, se produit sous leurs yeux. Sur un mur de la chambre d'Estefania, un crucifix en bois est solidement fixé. Soudain, sans que personne ne le touche, le crucifix se décroche du mur, comme arraché par une main invisible. Il ne tombe pas simplement, il est projeté. L'inspecteur Negri s'approche pour le ramasser et constate quelque chose d'encore plus troublant. Le Christ en métal qui était cloué sur la croix en bois a été séparé de son support. Les 3 petits clous qui le maintenaient sont tordus. Il n'y a aucune explication logique. Les policiers, visiblement secoués, continuent leur inspection. Ils décrivent une sensation de froid glacial dans certaines pièces, notamment la salle de bain, alors que le reste de l'appartement est à une température normale. À la fin de leur intervention, l'inspecteur Negri rédige son rapport, un document officiel avec le tampon de la police nationale. Et dans ce rapport, il écrit, et je cite l'idée, qu'il a été témoin de phénomènes d'origine inconnue et inexplicable. Il précise qu'il n'y avait aucun signe d'intervention humaine. Pas de fils, pas d'aimant, rien qui puisse expliquer rationnellement ce qu'ils ont vu et entendu. C'est la toute première fois dans l'histoire de l'Espagne qu'un rapport de police atteste officiellement de l'existence de phénomènes paranormaux. Ce rapport a eu l'effet d'une bombe. L'affaire Vallecas est passée du statut de drame familial à celui de phénomène de société. Pour les croyants et les passionnés de paranormal, c'est la preuve ultime, la validation officielle par des témoins assermentés que les poltergeists et les hantises sont bien réels. Le fait que tout ait commencé avec une planche de Ouija a aussi renforcé l'idée que ces pratiques ne sont pas un jeu anodin et peuvent ouvrir des portes qu'on ne peut plus refermer. L'intervention policière a donné une légitimité incroyable au témoignage de la famille Gutiérrez, qui n'était plus simplement une famille en deuil, mais les victimes d'une véritable attaque surnaturelle. Bien sûr, les sceptiques ont une autre lecture des événements. Pour eux, si le rapport est bien authentique, les faits qu'il décrit peuvent avoir d'autres explications. Il parle d'hystérie collective, d'une famille traumatisée par la perte d'un enfant et dont le chagrin aurait pu provoquer des illusions sensorielles. Ils suggèrent aussi que les policiers, bien que professionnels, n'étaient pas formés pour enquêter sur le paranormal et auraient pu mal interpréter des phénomènes naturels comme des courants d'air, des craquements de la structure du bâtiment ou des variations de température. L'état de stress et la tension ambiante auraient pu influencer leur perception des événements. Alors, que s'est-il vraiment passé au numéro 8 de la rue Louis Marin? Hallucination collective née d'un deuil insupportable ou manifestation bien réelle d'une entité malveillante? La science n'a jamais pu expliquer la mort d'Estefania, ni les phénomènes qui ont suivi. Et le rapport de l'inspecteur Negri reste là, comme une pièce à conviction troublante et dérangeante. Après cette nuit de terreur, la famille Gutiérrez a fini par déménager. L'appartement a été revendu et les nouveaux locataires n'ont, semble-t-il, jamais rien signalé d'anormal. Le calme est revenu dans la rue Louis Marin. Mais l'histoire, elle, n'a jamais été oubliée. Elle est devenue une véritable légende urbaine, un mythe moderne qui fascine et effraie encore aujourd'hui. L'affaire Vallecas reste le cas le plus emblématique de l'incursion du paranormal dans notre réalité, non pas parce qu'il est le plus spectaculaire, mais parce qu'il a été officiellement documenté par ceux dont le métier est de s'en tenir aux faits.
Et quand les faits eux-mêmes deviennent inexplicables, toutes les portes s'ouvrent, y compris celles de nos peurs les plus profondes. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si ce genre de récit vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos théories dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'étrange.